bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Carter et Piston. Alors pour cette émission, je me trouve à Gré-d'Oisseau dans la concession officielle KTM. Nous allons faire une partie de cette émission ici et l'autre partie dans la même concession, mais qui elle est plutôt destinée à la marque Husqvarna. Alors, nous allons parler évidemment grandement de ces deux marques pendant toute l'émission, ça nous servira de support, mais aussi nous allons parler de pas mal d'autres choses et je vous propose de découvrir le sommaire de cette émission. Au sommaire de ce mois, nous allons évidemment parler de KTM et Husqvarna, mais pas que. Je vais vous présenter l'essai de la Triumph Scrambler 1200, le nouveau couteau suisse de chez Triumph. Nous parlerons équipement avec le test de l'ensemble d'Enez Gran Turismo. Je vais vous emmener découvrir les îles de Lanzarote et de Fuerteventura au guidon de la Kawasaki 1000 Versys SE Grand Tourer, une belle échappée en cette fin d'hiver. Nous allons faire la connaissance de Xavier Giblet, qui est en fait un parfait inconnu pour vous, mais qui est le gagnant du concours Shark qui avait été organisé le mois dernier. Et enfin, on vous donnera quelques conseils pour remettre votre moto en route, parce qu'en fait, les beaux jours arrivent peut-être même un peu plus tôt que prévu, et il est temps de ressortir nos belles motos. Et voici la séquence actu du mois de février. Alors, vous vous souvenez, le mois dernier, on avait parlé de The Battle of the Kings chez Harley-Davidson. Et donc, pour le Benelux en tout cas, puisque ce n'est pas terminé, maintenant on est au niveau européen, mais pour le Benelux, c'est le garage des Pays-Bas Audemonic Motor qui a gagné la sélection Benelux avec cette magnifique machine. Il n'y a pas qu'Harley-Davidson qui décide de faire jouer ses dealers dans le mode de la préparation. Et BMW organise pour la deuxième année le Dealer Clash, qui en fait se déroule pendant le mois de mars. Et jusqu'au 18 mars, vous aurez la possibilité d'admirer dans le Brand Store BMW, qui est chaussée de Waterloo à Bruxelles, les motos qui ont été construites par les dealers BMW. Vous pouvez également les découvrir sur le site qui apparaît ici en dessous. Alors, pour les amateurs de supermoto, n'oubliez pas, rendez-vous à Mettey le 17 mars pour le début du championnat supermoto. On espère que cette année, la concurrence sera rude pour donner du fil à retordre à Kevin Vieillevoix. On le sait, le marché du gros trail est dominé par l'indétrônable BMW GS. Une des motos qui vient lui faire de l'ombre, c'est la Honda Africa Twin, mais qui était un tout petit peu juste en termes de puissance et de cylindrée, d'autant plus que BMW vient de passer en 1250 cm3. Donc, Honda annonce un passage en 1100 cm3 pour la nouvelle Africa Twin, qui devrait se rapprocher encore un peu de la GS et tenter de lui prendre des parts de marché, tout en sachant quand même que c'est les deux trails les plus vendus pour le moment sur le marché européen. Alors parfois, il y a quand même des infos qui nous laissent pantois, comme par exemple ce projet d'airbag total, un airbag qui se positionne sous le motard, sur la selle, et qui en cas de choc vient l'envelopper complètement. Alors info intox, à vous de juger, mais en tout cas ça circule pour le moment sur le net. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle de rebondir comme un ballon de rugby au moment où on a un choc, mais c'est peut-être une excellente idée, on verra ce que l'avenir nous réserve à ce sujet. Alors, l'électrique, elle va en poupe et certains brevets viennent d'être déposés, notamment par Kawasaki. Et donc, en fait, les verts se mettent au vert et nous dévoilent une moto qui pourrait faire partie du futur de Kawasaki. On n'a pas beaucoup d'autres détails pour le moment, sauf quelques plans que vous voyez pour l'instant et qui pourraient être le futur de la marque. En 2024, Paris organise les Jeux Olympiques. Pour la première fois de l'histoire des Jeux Olympiques, il va y avoir une catégorie moto. En tout cas, on est pratiquement au bout de l'acceptation du fait qu'on ait de la moto aux Jeux Olympiques et on va y entrer aux Jeux Olympiques par le trial et par le trial électrique. Et donc voilà peut-être un titre supplémentaire que l'indétrônable Tony Bou pourrait briguer pour mettre sur sa longue liste de titres mondiaux, c'est d'avoir aussi un titre olympique. On attend ça avec impatience parce que c'est quand même une fameuse reconnaissance du monde olympique que d'accepter la moto à ce niveau. Donc comme je vous l'ai dit, je me trouve dans une concession KTM et une concession uniquement KTM. On va en parler un peu avec son patron qui est Kevin Francis. Kevin, bonjour. Bonjour. C'est un fameux risque quand même de faire une concession monomarque.
Oui, tout à fait, mais on savait le risque qu'on prenait en 2013 quand on a décidé de s'épauler que de KTM. Ouais. On continuait l'accessoire un petit peu sur le côté et puis jusqu'à aujourd'hui où maintenant on est 100% KTM, plus aucun accessoire dans le magasin. Oui, donc tu ne vends que ce qui est dédié à la marque et qui vient de chez KTM. Tout à fait. D'accord. Même démarche avec Husqvarna, Oui. dans un autre local en fait, qui se trouve à quelques centaines de mètres d'ici. Donc tu as pris le risque d'avoir 2 sites d'exploitation différents pour finalement travailler 2 marques qui font partie du même groupe. Alors, c'est un choix de cœur? Oui, j'aimais déjà beaucoup KTM et le fait que KTM a repris Husqvarna, j'ai voulu me lancer aussi dans l'aventure en pensant que ça allait être partir des mêmes images avec beaucoup de merchandising. Donc l'ADN de KTM est principalement tout-terrain, à l'origine en tout cas, et c'est une gamme qui s'est développée maintenant avec une gamme pour la route qui est très étendue. Est-ce que c'est la même chose chez toi? Tu as une partie tout-terrain qui est très importante et un peu de route, ou l'inverse? C'est plutôt l'inverse. En effet, depuis un certain temps, la tendance a fait qu'on vend beaucoup plus de route. Maintenant, on est plutôt vers 70% routière et 30% off-road. Okay. Est-ce que la clientèle KTM reste quand même toujours une clientèle sportive? Tout à fait, tout à fait. Mais maintenant, on se développe aussi dans le confort, la sécurité et on attire beaucoup de nouveaux clients. Et alors en fait, pour le fonctionnement ici, tu as un seul atelier qui est ici, oui. Et c'est ici que tu fais l'entretien des 2 marques. Tout à fait. On a centralisé l'atelier pour l'instant parce qu'on travaille uniquement sur KTM et Husqvarna. Bon, bah écoute, moi je te souhaite une bonne saison, évidemment, elle ne fait que commencer, les beaux jours sont là un peu plus tôt que prévu, donc j'imagine qu'on commence à frapper à la porte en disant il me faut ma moto, il faut faire l'entretien, on redémarre. Comme je vous l'ai dit en début d'émission, on va parler évidemment de KTM, de son actualité et de sa gamme. Et pour parler de cette marque, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Grofis, qui est en fait le responsable marketing de la marque pour la Belgique et le Luxembourg. Salut Thomas. Bonjour. Quoi de neuf chez KTM? Salut Thierry. Donc chez KTM, nous sommes une marque ready to race, c'est-à-dire que nous commercialisons donc des motos avec lesquelles vous sortez de la concession et ça y est, vous pouvez sortir, aller vous éclater sur les routes. Donc voilà, nos valeurs sont Purity, Performance, Extreme et Adventure. Donc on va chercher différents segments en fait pour proposer vraiment une gamme de plus en plus large chez KTM. On a toujours été fort connu sur le domaine tout-terrain, mais de plus en plus on remarque qu'on a énormément de demandes pour les motos street. Et quand tu dis moto street, en fait, parce que votre gamme s'oriente effectivement avec un côté street un peu agressif, avec des motos de caractère, mais depuis quelques années déjà aussi, vous avez développé quelque chose qui est plus dans le tourisme, dans le grand tourisme même. Et qu'est-ce qui prend le dessus en fait? Alors là, on remarque depuis quelques années qu'en fait, les chiffres de vente montrent que les motos routières, on va dire, donc la gamme Street a dépassé les ventes de motos tout-terrain. D'accord. Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles la gamme est en train de grandir de manière très importante. Évidemment, on voit avec des modèles comme les 790 Adventure. Qui sont en fait un peu le chaînon manquant, puisque... Qui était le chaînon manquant dans la gamme. Voilà. Et on remarque aussi que les comportements des consommateurs changent et pas mal de puristes cherchent plus spécialement une moto de 160 chevaux, mais quelque chose d'un peu plus raisonnable et qui va être un peu plus simple à l'utilisation quotidienne, on va dire. D'accord. Maintenant, bon, l'évolution fait qu'on arrive pour le moment dans une sorte de transition écologique, j'aime pas ça du tout, mais voilà, c'est comme ça. Les premiers à s'être lancés dans l'aventure, c'est Harley-Davidson, avec en fait la Livewire, on va voir un peu ce que ça donne, mais il fallait oser, surtout pour une telle marque, se lancer dans le full électrique. Est-ce qu'il y a un projet chez vous qui va aller dans ce sens-là aussi? Je sais qu'il y a déjà la Freeride, dont on a déjà parlé dans l'émission, qui est un outil formidable, mais quels sont les projets KTM à ce sujet? Alors pour le moment, on garde toujours donc, la Freeride, évidemment, donc en version full électrique, qui est une super moto parce que c'est une moto qui pourrait réconcilier, on va dire, les motards qui ont peut-être une mauvaise image avec les autres usagers se promenant dans les bois, etc.
Donc ça, c'est une chose. On a d'autres modèles électriques qui arrivent, notamment la petite électrique qui était disponible sur le salon. Qu'on a vu au salon, effectivement. Tout à fait. Qui était encore un prototype, donc ça arrivera courant 2020. D'accord. C'est vrai que KTM, on se rend bien compte que l'électricité, on n'a plus trop le choix, c'est le futur. Donc il y a certains modèles électriques qui vont... Thomas, tu me parles évidemment de mobilité, tu me parles du marché de la 125. Il y a quand même un obstacle à ça, c'est le permis de conduire. Mais je crois que vous avez une solution. Tout à fait. Alors, chez KTM, on remarque qu'on a de plus en plus de clients qui se dirigent vers des petites cylindrées, donc les 125, les 390 aussi, donc que ce soit au niveau des Duke ou au niveau des RC, donc des super sports chez KTM. Donc nous, ce qu'on propose, en fait, c'est on aide le client, on finance la moitié de son permis de conduire. D'accord. Pour tout achat d'une moto neuve 125 ou 390. D'accord. Dans une concession officielle. Ok, belle démarche. Et maintenant, en fait, tu me parles évidemment du permis de conduire, l'accès à la moto, mais je crois aussi que l'ensemble de votre gamme, en tout cas jusqu'à la 1090, est une gamme qui est adaptative au permis A2. Tout à fait. Donc toutes les motos, en fait, vous allez pouvoir les acheter en version A2. Et le jour où vous passez vous avez le gros permis, on peut les débrider et les passer en full power. Et inversement, si vous achetez une KTM d'occasion, qu'elle est en full power, on peut la passer en A2. Je peux revenir jusque quelle année ? Sur les motos récentes, donc on est sur des motos de cette année et de l'année passée. D'accord, ok. C'est un modèle de l'année passée. Ok, parfait. Donc voilà, belle opportunité quand même pour les nouveaux jeunes motards et c'est une bonne solution, pour fidéliser les gens à la marque, parce qu'ils vont pouvoir rouler quand même pas mal de temps avec leur moto, ça c'est une chose, mais surtout fidéliser les gens à la moto parce qu'on a besoin de renouveler les cadres et de changer un petit peu les couleurs des poils de la barbe des vieux briscards comme moi. KTM n'est pas la seule marque, évidemment, à s'engouffrer dans cette brèche. Tout le monde essaye un petit peu de garder l'image de liberté que la moto exprime en général. Et donc, je te propose de découvrir l'essai de la Triumph Scrambler 1200. Moto assez étonnante parce que pour un Scrambler, elle a été un peu conçue directement pour être aussi efficace en off-road que sur la route. On va au Portugal découvrir la Triumph Scrambler 1200. Le mot scrambler provient du verbe anglais to scramble, qui signifie mixer. En fait, l'idée de scrambler est bien plus vieille qu'il n'y paraît. En gros, elle remonte pratiquement au premier motard qui a vu un morceau d'herbe et qui s'est dit « Mon coco, ça a l'air chouette, et si j'allais rouler dessus ?» Et ça remonte à il y a très longtemps. Dans l'après-guerre, l'Angleterre, pays fan de courses motorisées, organisait beaucoup de trials. Il ne s'agissait pas de jouer à l'équilibriste entre des palettes comme aujourd'hui, mais d'aller à un point A à un point B. Et, à l'époque, il n'y avait pas 1000 versions dans les catalogues. Les types prenaient ce qu'ils avaient sous la main, c'est-à-dire une moto bien semblable aux autres motos des copains qu'ils allaient essayer d'optimiser. Et ceci, bien avant que les constructeurs ne se décident à faire des motos pour un usage particulier. Donc, optimiser une machine pour cet usage, ça voulait dire quoi ? On va voir que répondre à cette question, c'est poser les bases de ce qui est considéré aujourd'hui comme un scrambler. Ça implique donc un échappement plus haut pour gagner de la garde au sol et surtout ne pas l'écraser bêtement sur le premier caillou venu. Une petite selle solo puisqu'on va conduire debout et sur les repose-pieds et que il est hors de question d'emmener une petite copine avec soi. En fait, c'est un peu différent au jour d'aujourd'hui. Un moteur avec du couple, plus qu'avec de la puissance, une moto simple et légère parce qu'elle va forcément finir dans un fourré, qu'on va devoir la remonter et certainement devoir la réparer rapidement. Un petit réservoir parce que si le truc est amusant, il ne dure pas longtemps, une grille de protection pour le phare et, pour des raisons évidentes, des pneus typés tout-terrain pour passer dans la gadoue. Toujours est-il que l'industrie anglaise des années 50 et 60 a contribué à asseoir le genre, avant que Ducati ne prenne le relais avec son 450 Scrambler au milieu des années 60. Ensuite, évidemment, des icônes comme Steve McQueen et son légendaire saut dans le film La Grande Évasion, mais aussi sa passion pour la moto et le tout-terrain ont fini de créer le mythe. Le motard, comme tout grand enfant qu'il est, aime à se rouler dans la boue ou à défaut dans le sable. Au fil des années donc, et même des décennies, les rassemblements de ce jour ont continué à se produire et les USA ont pris le relais avec d'énormes virées dans le désert. Pour cela, il fallait juste rajouter une grosse plaque de protection sous le carter, Squeeze Plate,
dont la contraction donne le sled de Ducati Scrambler. Desert Sled par exemple. Et puis, le genre est tombé en désuétude parce que la spécialisation des motos s'accélérant, on faisait désormais plus efficace que ces lourds scramblers mal suspendus pour rouler en tout terrain. C'est ainsi que le scrambler a failli mourir. Mais fort heureusement, la coolitude a ses cycles et en 2006, Triumph se souvient intelligemment de son histoire et ressort le scrambler. Simple, pur, il donne envie. En faisant quelques recherches, j'ai trouvé ce magnifique Scrambler Triumph Trophy 500 qui vient directement des États-Unis. 2500 miles au compteur, cette machine roule pratiquement encore au quotidien et est devenue une véritable collector. Avouez comme moi, elle est juste magnifique. En 2019, Triumph enfonce le clou et nous sort cette sublime 1200 Scrambler qui fait un peu contresens puisque cette moto a été étudiée d'emblée pour être aussi performante en off-road que sur route. Avec son 1200 cm3 hérité de la Bonneville T120 qui développe ici 10 chevaux de plus pour arriver à un très honnête 90 chevaux, le nouveau Scrambler laisse augurer de belles sensations. Triumph ne rigole pas, assurant le premium aussi bien dans la stature que dans les équipements. Les étriers de frein suffisent à calmer tout le monde, du Brembo M50 qui croque des disques de 320 mm. Au guidon d'une moto nimbant les routes et les champs, le pilote peut compter sur du matos digne d'une hypersport. Le ton est donné. Avec ses échappements relevés, ses jantes à rayons, ses chaussures mixtes et son sabot de protection en aluminium, Triumph respecte les codes du genre évidemment. Et bien plus que la plupart des concurrents. Elle promet aussi davantage de capacité off-road avec un débattement suspension surprenant, 200 mm à l'avant comme à l'arrière, des chiffres que l'on ne voit même pas sur une 1200 Explorer XC. La hauteur de selle évidemment en ressent aussi les effets avec une altitude à 840 mm. Avec sa roue avant de 21 pouces, l'engin ne fait pas semblant pour aller tailler dans l'excursion. Comme cette fourche inversée de 45 mm, un duo d'amortisseurs Öhlins et un robuste autant qu'inédit bras oscillant en aluminium. Avec tout ceci à nouveau 4, ce 1200 Scrambler a pris une grosse indépendance par rapport à la Bonneville, de quoi manger de la route au petit déjeuner et de la boue à midi. La liste d'équipements ne fait pas qu'offrir du raffinement au 1200, c'est aussi une véritable provocation pour les concurrentes de la catégorie. Bon, par où commencer? L'ABS déconnectable à 3 niveaux, relié au mode de conduite, l'éclairage complet LED, le démarrage sans clé, le contrôle de traction désactivable ou la prise USB sous la selle, c'est du complet. Un des autres traits marquants de cette machine est l'adoption d'un tableau de bord TFT couleur deuxième génération avec un double thème d'affichage, plutôt sobre et compact, mais il fourmille d'informations. Vous avez un smartphone? Les possibilités d'interaction avec le compteur sont redoutables. Une fois acquis en option le module de connectivité Bluetooth, vous pourrez coupler votre appareil pour contrôler la musique, le volume, les appels téléphoniques et aussi un système de navigation pas à pas, puisque Triumph a noué un partenariat avec Google afin de développer une appli de guidage. Une fois l'itinéraire sélectionné, les indications de direction s'affichent sur l'écran du tableau de bord sous la forme d'icônes. Le pilote dispose ainsi de la navigation, d'un calcul d'itinéraire, de l'affichage de la destination finale et des points d'intérêt. Le constructeur joue de surenchère dans la technologie embarquée, soucieux de prendre l'ascendant sur son rival préféré bavarois, mais également dans la finition. Jetez plutôt un œil au bouchon type Ponza, à la sangle de réservoir en acier inox brossé ou à ce carter de pignon de boîte ajourée, c'est magnifique. À cet instant, et une fois découverte, on ose peut-être un peu moins l'emmener tout de suite dans le jardin, pas besoin de regarder le prix, on a vite compris que ça allait cogner, mais ça en vaut la peine parce que c'est du matériel premium. Par contre, on est avec un poids de 205 kg, donc on va rester sur une moto légère et agile. Eh Tché, je me suis bien amusé là, parce que ça c'est du vrai scrambler. Alors celle-ci, tu as vu, hein, en tout terrain, avec ses suspensions, c'est incroyable. Bon, c'est pas une moto d'enduro non plus, hein, ni de motocross, faut pas exagérer. Mais franchement, on peut déjà faire beaucoup. En tout cas, je n'ai jamais essayé un scrambler qui se comportait comme ça en tout terrain et qui donnait autant de confiance et autant de plaisir. C'est quand même le but. Hein. Et alors, je me disais, sur la route, ça va pas aller. Ben oui, grande suspension, plus souple, ça va plonger de l'avant, cabré, compliqué à virer. Tu sais, je crois que j'ai autant été impressionné par leur capacité sur la route, le rythme qu'on pouvait tenir,
Et même le grip de ces pneus, bon c'était des pneus différents hein, sur la route, mais ça reste un pneu qui est très sculpté, qui permet de sortir de la route, hein, d'aller en tout terrain. J'ai autant été impressionné par leur capacité qu'en tout terrain. Donc je suis en train de me dire que ça ressemble quand même pas mal à ma conception de la moto. La liberté, l'évasion, partir 1 heure, 2 heures, une journée, ça reste confortable, j'ai pas mal aux fesses, je me suis fait plaisir. Les petits virolos, sortir, glisser, freiner sur la terre, ça fait beaucoup tout ça. Hein. En fait, cette Scrambler existe en 2 versions, la XE plus routière et la XC qui offre des débattements jusqu'à 250 mm et une orientation évidemment beaucoup plus typée off-road. On pourra peut-être lui reprocher un tarif un peu lourd et un peu moins de chevaux que sa principale concurrente, la bavaroise BMW R90 Scrambler, mais il faut avouer que cette Triumph a vraiment une sacrée gueule. En tout cas, chez Carter et Piston, on a adoré cette version luxueuse de ce Scrambler 1200. D'ailleurs, on va rouler dessus toute cette année pour un test longue durée. On n'a donc pas fini de vous en parler. Donc voilà, cette Triumph 1200 Scrambler, véritable couteau suisse. Je crois que cette moto sera une prétendante à la moto de l'année, mais on n'est qu'en février, les essais ne font que commencer. Bon, on l'a dit, l'ADN de KTM, c'est quand même la course. Et à ce niveau, KTM continue évidemment à briller, dont notamment le Dakar. Le Dakar, oui, le 18e d'affilée, pour nous c'était un exploit, donc 18 victoires d'affilée. Et pas que victoire, parce qu'on peut parler du podium complet. Oui, tout à fait. Donc ici, c'est vrai que même au niveau du groupe, on a la chance d'être extrêmement performant sur une course. Comme le Dakar, qui est quand même la course la plus dure, la plus difficile et éprouvante au monde. Ouais. Puisqu'on joue ici sur la longueur, la régularité, donc voilà. Quoi. Et Toby Price a re-signé pour le prochain ? Toby Price, normalement, sera toujours de la partie dans le futur. Ouais. Donc voilà, c'est vrai qu'en off-road, on a fait nos preuves. Hein, on l'a toujours fait, que ce soit au Dakar, que ce soit en cross, en enduro, on a toujours brillé dans l'off-road. Et il est vrai que le plus gros challenge pour nous cette année est la MotoGP. Hein. Oui. Donc là, avec l'arrivée de Zarco cette année, on espère pouvoir faire de plus en plus de podiums. Il découvre encore la moto, il doit encore l'apprivoiser, hein, cette fameuse RC16. Ouais. Il est fort conseillé par Espargaro qui l'aide et voilà, ils travaillent vraiment ensemble. Tu as des échos des premiers sentiments qu'il éprouve au guidon de cette moto après les premiers essais qui ont eu lieu à Doha, si mes souvenirs sont bons? Tout à fait, il y a encore eu des essais ce week-end et voilà, il est confiant dans la marque parce qu'il remarque aussi que bon, on est une marque, on débute en MotoGP, on a beaucoup à apprendre, là où tous nos concurrents ont énormément de données, ben nous, notre liste de données se limite à 4 petites années d'expérience. Maintenant, chaque fois que KTM a voulu toucher à la compétition, ils n'y sont pas allés par 4 chemins. Et en général, ils ont mis les moyens qu'il fallait pour arriver au sommet. On l'a vu évidemment en off-road. On souhaite le meilleur à Zarco parce que, en fait, c'était un gros pari pour un pilote de son calibre, avec la première saison qu'il a fait en MotoGP, d'oser prendre le pari d'une marque qui n'était pas au même niveau que les autres en termes de développement, parce qu'elle est beaucoup plus jeune dans le domaine du MotoGP, mais on sait que c'est un fait à mettre au point et évidemment un très très bon pilote. Ouais. MotoGP, off-road, quoi d'autre? Alors off-road, nous cette année, KTM Belgique, on encourage donc Antoine Maguin, qui est un pilote très prometteur, donc, qui était 14e en 2017 en championnat d'enduro en mondial, donc en junior. 9e l'année suivante, et donc cette année, il va essayer de décrocher quelques podiums et des scratchs toujours en mondial. Et à ce titre-là, comment ça se passe? C'est KTM Belgique qui l'aide ou bien il a une aide qui vient d'Autriche? Comment ça se passe? On travaille en partenariat avec l'Autriche, hein, donc nous sommes ces premières personnes de contact. Et alors ensuite, on voit avec l'Autriche ce qu'on fait, à quel niveau on peut l'aider. Ici, pour le moment, il est en pleine séance d'entraînement, donc il se prépare pour la saison future, qui, je l'espère,
sera prometteuse pour la marque. Allez, bon, ok. Tout ça, c'est plein de bonnes nouvelles, évidemment, pour l'image, évidemment, que KTM continue à développer. On en parlait avec Kevin tout à l'heure. Et donc, cet ADN reste quand même quelque chose de puissant au sein de la clientèle KTM. Tu as parlé de Zarco tout à l'heure. Zarco, évidemment, entre autres, on sait qu'il roule sous les couleurs Shark, c'est-à-dire les casques Shark. On avait organisé un concours au mois de janvier dont on avait donné les résultats et c'était un certain Xavier Giblet qui avait gagné ce casque. Que je te propose de faire sa connaissance et de voir le moment où on lui a remis le gain du concours, c'est-à-dire un casque Shark Drac aux couleurs Zarco. Okay. On va faire connaissance de Xavier. Xavier, salut. Bonjour. Tu es le regagnant du concours Shark qui a eu lieu au mois de décembre, dont il y avait un petit piège évidemment dans les réponses puisqu'on demandait quel était le pilote titré qui était en MotoGP. Beaucoup ont répondu Zarco, un peu induit en erreur par le casque. Tu as trouvé la bonne réponse toi de ton côté, hein. C'était Lorenzo. Bravo d'avoir participé. Merci. Tu es de quelle région? Ferrières. D'accord, donc on va dire à liégeois. Oui. En gros. De cœur en tout cas. Ouais, et tu roules avec quoi? Harley Davidson. D'accord. Quel? Il y a 3 modèles pour le moment, même 4 parce que. Ah ouais, bon. Donc chaque. Un vrai passionné, quoi. Oui, quand même. D'accord. Depuis tout petit. Est-ce que tu as eu l'occasion de visiter la nouvelle concession à Liège? Oui, déjà, oui. Hein. Ouais, c'est bien. Hein. On me connaît déjà là-bas. On te connaît déjà, ouais, allez, c'est chouette. Bon, écoute, les beaux jours arrivent. Oui. On est dans un des premiers beaux week-ends. On entend déjà les motos qui roulent un peu à gauche, à droite. Donc tout le monde est en train de mettre la dernière main à la pâte pour remettre ses bécanes en route. Oui. Je te souhaite beaucoup de plaisir. Un grand merci en tout cas. Tu verras, c'est très agréable à porter et c'est un casque bien ventilé, donc pour les beaux jours, c'est parfait. Et je crois qu'il ira parfaitement bien avec un style Harley Davidson. Tout à fait, oui. Félicitations. Un grand merci. Écoute, merci à Shark aussi. Continue évidemment de suivre Carter et Piston. Il y aura d'autres concours pendant l'année. Et peut-être que. voilà. Je rejouerai, mais pas avant 6 mois. Xavier, merci beaucoup. Merci beaucoup. Passe une excellente saison moto. Et comme on dit, hein, à bientôt. Gaffe sur la route aussi. Oui. Bon, ben voilà un petit gars bien content et qui a déjà parcouru d'ailleurs quelques kilomètres avec son nouveau jouet, son nouveau casque, parce qu'il fait magnifique. Et il en est enchanté. Parfait. Bon, on a fait un peu le tour de l'actu, on a fait un peu le tour de l'ADN de la marque, mais l'année 2019 réserve quand même pas mal de surprises et de nouveautés. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Alors chez KTM, donc là on a la nouvelle 690 SMCR et Enduro R qui viennent de sortir, donc qui sont déjà disponibles dans les concessions. C'est une moto qui avait disparu de la gamme pendant plusieurs années, donc là elle revient avec un nouveau moteur LC4. D'accord. Donc 65% des pièces plus ou moins sur la moto sont complètement neuves. Ce moteur LC4 lui maintenant est Euro 4. C'était le souci qu'on avait avec l'ancien. C'est une moto assez innovante, hein, donc ça reste une moto vraiment pour s'amuser. C'est une moto donc A2, donc vous pouvez rouler avec le petit permis. Moto pour décompresser. Je rentre d'une journée de boulot, je vais me faire 1 heure de bécane et je m'amuse. C'est une moto pour l'enjamber, aller se défouler pendant 1 heure, 2 heures, mais c'est aussi une moto sur la version enduro avec laquelle on peut partir en trip d'une journée complète, enfin, avec les 2 motos. Ouais, d'accord. Et ce sont 2 motos. Donc, je peux envisager un petit voyage au Maroc et prendre de la piste et je reste sur une moto accessible, pas trop lourde et qui me permet quand même d'avoir du répondant. Un tour de Méditerranée ou par exemple. Très beau souvenir, oui. Quoi d'autre? Donc ça c'est pour ce qui est du supermotard et de l'enduro R. Oui. On a évidemment la nouvelle Adventure, hein, donc il manquait dans notre gamme une moto, on va dire mid-size, hein, une moto à tout faire, une moto pour rouler tous les jours. Et donc cette année on a la 790 Adventure qui arrive. En version S et en version R. Donc la version classique, donc la version S qui elle est plus destinée à la personne qui va utiliser sa moto au quotidien, aller au travail, partir en balade le week-end avec madame derrière. D'accord. Voilà, c'est une moto qui est faite pour avaler des kilomètres, mais qui permet aussi de sortir des routes et aller s'aventurer dans les chemins de terre, quoi. La version R, elle, est un peu plus exclusive, elle est vraiment orientée off-road, donc avec des plus grands débattements de souple, plus de cartographie électronique au niveau de la gestion de l'ABS, etc.
le quick Là, on est shifter. plus orienté off-road. On est plus orienté off-road. Ouais. Tu me parles de quick shifter aussi bien sur la S que sur la R. Aussi bien sur la S que sur la R. C'est d'origine. C'est en option. D'accord. Par contre, sur la 690 dont j'ai parlé tout à l'heure, le quick shifter, lui, est de série. Ce qui donne le ton tout de suite du jouet. Tout à fait. Donc là, on est dans la moyenne cylindrée et en fait, c'est une gamme dans laquelle pas mal d'autres concurrents s'engouffrent également parce qu'on se rend bien compte que c'est des motos qui sont moins chères à l'achat, qui sont plus faciles, plus accessibles, moins lourdes, moins hautes, qui consomment moins, qui coûtent moins cher à l'entretien, donc qui vont aussi dans le sens de la mobilité. Tout à fait. Et donc, je crois qu'il y a un bel avenir sur les moyennes cylindrées qui étaient un peu boudées. Il faut avouer, depuis quelques années, on ne parlait plus beaucoup de ça. Il fallait qu'une moto fasse minimum 1000 ou 1200 cm3, sinon ce n'était pas une moto. Et on se rend compte qu'il y a vraiment moyen de s'amuser avec des moyennes cylindrées. On a testé récemment chez Carter Piston les moyennes cylindrées chez BMW, par exemple, avec les GS 750 et 850. On a testé les Honda le mois dernier en 650. Là, on est plus dans l'exercice de style avec quelque chose un peu néo-rétro qui s'approche peut-être un peu plus de l'esprit du Husqvarna dont on parlera tout à l'heure. Et là maintenant, bon, les 790 qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'essayer, mais ça va pas tarder. On va venir vous les choper dès que le parc presse sera ouvert. Ça, on va pas y manquer. Et donc voilà, en grosse cylindrée, quoi de neuf chez KTM? Alors, cette année, en grosse cylindrée, on a la Duke, la 1290, la Duke GT, qui revient avec un nouveau facelift. Donc, là, on a repris en fait la plaque phare de la version de la Super Duke qu'on a remis. On a modifié pas mal de choses sur la moto. Elle garde vraiment cette ADN agressive qu'on a sur une Super Duke. Voilà, elle est juste un peu adaptée pour le voyage. C'est-à-dire que c'est vraiment la moto idéale si on a envie d'aller arsouiller sur les petites routes avec madame derrière, de nouveau, c'est tout à fait faisable. Ouais. Et là, on est sur une puissance de... Et là, on est sur une puissance de 175 chevaux. Oui, ce qui n'est pas mal quand même, pas mal, hein, pour aller arsouiller. Mais c'est une moto fantastique, évidemment, hein. Pas raisonnable, comme beaucoup de grosses cylindrées avec autant de chevaux, il faut bien avouer. C'est un peu des motos poussons crime. On se souvient de l'essai Maxi Trail qu'on avait fait l'année dernière, et on se battait tous un petit peu, évidemment, pour rouler sur la 1290S, parce que des 4 motos essayées, le moteur de cette KTM était démoniaque, mais gaffe au permis. Ouais, voilà. tout à fait. Après, c'est vrai que c'est une moto sur laquelle aussi il y a de plus en plus d'aides électroniques. Hein. Elle est extrêmement bien équipée. Vous avez l'ABS cornering dessus. On a différents modes de pilotage. On peut aussi paramétrer vraiment sur mesure le mode de réaction de l'ABS, du traction control, de l'anti-wheeling. Ouais. Tout ça sont des options qui sont de série sur la moto. On arrive vraiment ici avec une offre extrêmement complète. Hein. Mais ça devient évidemment des accessoires qui sont un peu nécessaires. Hein. Quand on a autant de chevaux à la roue arrière, il faut à un moment donné avoir un peu d'aide électronique parce que sinon ça devient un peu compliqué à gérer, surtout en cas de mauvais temps, ce qui arrive quand même de temps en temps chez nous. De temps en temps. Bon, Thomas, on a un peu fait le tour de KTM, de son ADN, de la marque, de son actualité et aussi de la gamme pour 2019. Donc je te souhaite une année très orange. Merci. Hein, on aura l'occasion de se revoir pendant le courant de la saison pour divers essais ensemble. Merci de m'avoir reçu ici chez KTM. On va déménager de quelques mètres et on va aller retrouver ta collègue Céline qui nous attend chez Husqvarna. Merci. Merci à toi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va parler de KTM, mais aussi de Husqvarna. On a donc déménagé légèrement, de quelques centaines de mètres, et je suis toujours chez Ride & Race, mais cette fois chez Husqvarna, où j'ai le plaisir d'accueillir Serge Reynaud, qui est en fait le gérant pour la partie Husqvarna chez Ride & Race. Et donc Serge, c'est toi qui gères cet univers blanc, bleu et jaune de chez Husqvarna, avec quelque chose qui n'est plus exclusivement du tout-terrain maintenant.
Oui, donc ça fait quelques années maintenant que Husqvarna développe aussi une gamme street, supermotard, 700 enduro, et depuis l'année passée, vraiment les nouveaux modèles qui arrivent, qui sont des café racers, néo-rétro, et ça reste bien sûr la base, le tout-terrain, mais il se développe sous l'impulsion du groupe KTM bien sûr, le marché évidemment des motos de route. D'accord. Ton univers à toi, c'est quoi? C'est plutôt le tout-terrain? Plutôt le tout-terrain, oui. D'accord, c'est de là que tu viens. C'est de là que je viens. J'ai commencé plutôt par le tout-terrain quand j'étais plus jeune avec des amis et je continue bien sûr à rouler en tout-terrain, mais j'apprécie de plus en plus des balades le dimanche ou de temps en temps faire des voyages en moto. Alors, chez Husqvarna, tu es plutôt 2 temps ou 4 temps? Je suis plutôt 4 temps. D'accord. Pourquoi? C'est une habitude, j'ai beaucoup roulé en 4 temps, j'aime bien le 2 temps pour sa légèreté, mais j'aime bien le 4 temps pour sa facilité d'utilisation. D'accord, ok. Écoute, on va continuer la découverte de l'univers Husqvarna avec Céline, que tu connais, qui est Céline Gris-Monster, que je vais accueillir là tout de suite. Céline, bonjour, tu es la responsable marketing pour Husqvarna pour la Belgique et le Luxembourg. Et donc à ce titre, tu vas un peu nous parler évidemment de la marque, de son actualité et de ses nouveautés. Husqvarna a une longue histoire. Husqvarna, c'est principalement, dans l'esprit de beaucoup en tout cas, de l'off-road. Mais pas que. Je crois que l'image de la marque est en train de changer avec quelques nouveautés marquantes. Depuis l'année passée, nous présentons une gamme street, real street, donc avec la gamme des Wittpilen et des Zwartpilen, 401, 701. Ouais. Et c'est tout à fait nouveau, effectivement, quand on sait qu'on vient du monde de l'off-road exclusivement. On est sur des monocylindres, tout à fait. 400 cm3, 700 cm3, d'accord. Moi, j'ai eu l'occasion l'année dernière de tester la Wittpilen 701, on avait fait cet essai en fin d'année. Sincèrement, c'est une moto qui m'avait enthousiasmé et par son comportement, même si c'est une petite moto, moi je suis grand, mais je m'y étais bien retrouvé finalement, et aussi par la manière dont ces motos finalement viennent un peu bousculer les genres. Parce que on est dans du café racer, mais en fait on est dans du nouveau café racer avec un design qui est quand même un peu révolutionnaire. Avec un design qui est complètement nouveau, oui. Là, c'est une collaboration avec le bureau de design Kiska à Salzbourg. D'accord. Le designer des Wittpilen et Zwartpilen est un Français qui s'appelle Maxime Touvenin et qui est très fier de ces motos vu qu'elles sont restées très très proches du modèle concept qui était présenté il y a quelques années à l'EICMA. D'accord. Oui. Et en fait, Husqvarna fait du neuf avec du neuf. On n'a pas réinventé la roue, on a réinventé le design. Ouais. C'est une bonne chose parce qu'il faut un peu bousculer les codes. Nous, on est assez touchés par les cafés racers à l'ancienne parce qu'on est des vieux et que ça fait partie de notre imagerie et de notre jeunesse. Mais les jeunes, ils aiment quand même de se retrouver dans quelque chose qui leur colle plus à leur vécu et à leur image, c'est-à-dire des choses plus modernes. Donc, moi, je trouve ces motos très réussies. Quoi de neuf dans les nouveautés ? Disons que pour cette année-ci, c'est surtout en enduro pour les modèles 2019, une nouveauté dans l'électronique et l'injection pour les 2 temps, 250 et 300. Nouvelle gestion électronique en fait. Mais pour le reste, c'est surtout le nouveau modèle, la Zwartpilen 701, qui vient compléter la gamme des 3 motos présentées l'année passée. D'accord. Et écoute, on se réjouit un petit peu d'essayer cette moto, non ? J'espère bien, et puis en toute manière on s'y retrouvera dans quelques semaines, on fera l'essai ensemble au Portugal de la 701. Donc. Exactement, et c'est évidemment qu'on vous présentera dans notre prochaine émission. Tu sais que forcément les voyages, nous on adore ça, et donc je te propose de nous évader un petit peu, d'aller chercher quelques degrés supplémentaires. On va aller découvrir les îles Canaries, principalement dans cet archipel, il y a l'île de Lanzarote et l'île de Fuerteventura, que j'ai eu le plaisir de découvrir au guidon de la nouvelle Kawasaki Versys 1000 SE Grand Tourer. Vraiment une moto étonnante qui en a surpris plus d'un. Je vous emmène aux Canaries. L'archipel des îles Canaries est situé juste en face du Maroc, à quelques encablures d'Agadir. De ce fait, les îles bénéficient d'un climat assez exceptionnel, avec une température moyenne qui ne descend jamais sous les 20 degrés et moins de 30 jours de pluie par an. Inutile de vous dire que pour rouler à moto, on s'approche de l'idéal. Les marques ne s'y trompent pas d'ailleurs et organisent les essais hivernaux sous ces contrées hospitalières. Pour cette présentation, c'est Lanzarote et Fuerteventura que nous aurons le plaisir de vous faire découvrir au guidon de la nouvelle Kawasaki Versys 1000 SE Grand Tourer.
Repensée de fond en comble pour sa vocation de grande voyageuse, cette nouvelle Versys se montre plus que séduisante sur le papier. Son 4 cylindres 16 soupapes développe 120 chevaux et vient se poser dans une partie cycle où l'électronique est reine. Poignée de gaz électronique, tableau de bord TFT, contrôle des suspensions électroniques avec réglage de précharge, cruise control, éclairage LED et éclairage LED dans les virages, ABS, anti-patinage, quick shifter, 4 modes de conduite et enfin une application pour smartphone qui permet d'avoir toutes les infos de la moto, une localisation GPS, une connectivité téléphone, un accès aux réglages généraux de la moto ainsi qu'au mode de conduite. Bref, de quoi déjà occuper quelques soirées de lecture lors de l'achat de la moto. L'origine de l'archipel des Canaries est volcanique. Il en résulte des paysages assez inhabituels où cette roche noire découpe au couteau les abords des routes. Bien abrité derrière la large bulle de la Versys, on se réjouit des premières senteurs printanières et des odeurs salines du bord de mer. La Kawasaki glisse sur le ruban de bitume et se fait totalement oublier, tant sa prise en main est naturelle et instinctive. Les petits villages de pêcheurs semblent sortir de terre et il faut être vigilant aux langues de sable qui parfois s'invitent sur la route. Prudence. Ici, tout se passe au ralenti avec une sorte de farniente déjà un peu africaine. Nous continuons notre route en empruntant des chemins moins civilisés que je mets à profit pour tester l'efficacité des suspensions électroniques. Dès l'apparition des premières bosses, on sent directement un changement de l'amortissement, temps de réaction, 1 milliseconde. Difficile de faire plus vite. Sur ce type de revêtement, la moto se transforme en un véritable tapis roulant et, absorbant l'ensemble des inégalités, on se retrouve dans un confort total. Assez impressionnant. Notre route nous amène au port, où le ferry à destination de Fuerteventura nous attend. Prendre un bateau avec sa moto est toujours synonyme de voyage et d'aventure. Même si la traversée ne sera pas très longue, c'est assez inhabituel pour bien en profiter. Prudence en abordant le pont humide rendu glissant par les quelques pertes de gasoil des autres véhicules. Après, c'est le vent chaud de l'Atlantique qui vient s'inviter sur le pont supérieur et le fait de bien profiter de cette petite traversée. C'est le moment d'apprécier le peu de fatigue que cette moto engendre, aussi par sa position de conduite naturelle, qui même pour un grand gabarit comme moi ne souffre vraiment d'aucune critique. Cette Kawasaki est déjà vraiment une belle surprise. Fuerteventura est plus sauvage encore, est aussi moins fréquentée. Dès la sortie du port, on est surpris par cette immense plage de sable qui contraste assez violemment avec les roches volcaniques. Nous naviguons vers le soleil couchant à la recherche de notre gîte, un gîte rural avec toute l'authenticité mais aussi tout le confort nécessaire. Cette première journée au guidon de cette Versys 1000 et ce Grand Tourer s'est avérée vraiment parfaite. La moto correspond vraiment à sa vocation, le grand tourisme. Un confort sénatorial, une prise en main immédiate et un package électronique de haut vol. Demain, on va essayer de se pencher un peu sur ses qualités dynamiques. Un peu de rosée s'est posé sur ma moto, mais le soleil déjà généreux la séchera vite. De retour vers le port de Fuerteventura, pour reprendre le ferry dans l'autre sens, je roule dans la lumière du matin et sur les routes calmes, j'en profite pour titiller un petit peu cette Versys. La puissance n'est pas incroyable, mais bien suffisante. 120 chevaux, sincèrement, c'est bien assez sur une moto. D'autant que les montées en régime sont fulgurantes et ils vont jusqu'au rupteur à 12 000 tours. Aidé d'un shifter sans reproche, qui fait perdre un minimum de tours à chaque passage de rapport, on est très très vite à des vitesses sucre permis, croyez-moi bien. La partie cycle suit sans souci, ainsi qu'un freinage au-dessus de tout reproche. J'ai un peu du mal en fait à trouver de vrais défauts à cette moto. Même la béquille centrale est parfaitement positionnée et permet de béquiller la moto sans effort. La bagagerie de cette version vous permettra d'envisager des vacances sans vous priver de quoi que ce soit et encore moins de la plus belle robe de votre compagne. Bon, voilà, on a essayé les motos dans des conditions évidemment parfaites. Je me pose 2-3 questions peut-être sur cet orifice dans le pare-brise qui peut-être pourrait se transformer en douche automatique en cas de grosse drache, comme on dit chez nous, mais je n'ai pas eu l'occasion de le tester, donc je ne peux pas l'affirmer. Je rends donc cette moto un peu contraint, je quitte cette île avec regret. J'y passerai vraiment bien tous mes hivers. Ceci dit, pour ceux qui sont tentés par la découverte de cet archipel, et évidemment, le seul moyen de s'y rendre, ou en tout cas le moyen le plus rapide, c'est d'y aller en avion, donc difficile de prendre sa moto, il existe des sociétés de location de 2 roues sur place. Donc, un billet d'avion low cost, une moto louée sur place, et à vous le plaisir de ces îles. Vraiment, vraiment, un pur bonheur que d'aller passer quelques jours d'hiver là-bas. Un bon équipement, c'est très important.
Et la qualité des équipements est en constante progression. Sur mes derniers essais, j'ai essayé et porté le dernier ensemble d'Enez Gran Turismo. C'est un ensemble luxueux qui fait partie du haut de gamme de la marque. On le découvre en détail avec Olivier Hartz, le représentant de la marque. Un ensemble pas vraiment donné, mais on est vraiment dans du très haut de gamme. Donc voici notre nouveau modèle haut de gamme antarctica pour un réseau motard Adventure. C'est vraiment la veste que nous avons développée pour avoir une isolation thermique au plus haut niveau. Tout le concept de la veste au niveau de ces lignes et du fit prêt-à-porter a été développé. Dainese a développé les combinaisons des astronautes pour aller sur Mars et nous nous sommes basés sur les lignes de non-extension corporelle qui sont les points de pression qu'on peut mettre ou ne pas mettre pour garder un mouvement parfait du corps. Donc toute la gamme Explorer a été basée sur cette technologie-là. Donc ici on a un condensé de technologie, de confort et de sécurité. Au niveau des matériaux, toute la veste, c'est un nylon 6.6, plus haut niveau de résistance. Laminé Gore-Tex qui nous donne une résistance à l'eau et une respirabilité du plus haut niveau. Au niveau protection, toute la partie protection avant-arrière ainsi que sur le pantalon, c'est le Trixior développé par le laboratoire d'e-tech de Dainese où nous avons un mélange de 6 matériaux qui reprend le nylon, le Cordura, le Kevlar et d'autres, avec des fils rétro-réfléchissants intégrés partout dans la veste. Donc ceci donne une résistance à l'abrasion du plus haut niveau. Au niveau résistance, toutes les vestes et les pantalons sont équipés de coque dure de niveau 2, qui est notre niveau de protection le plus élevé. Après, au niveau des éléments, le thermique, nous avons un grand col bien haut qu'on peut enlever, dézipper pour la période estivale. Et alors, à l'intérieur de la veste, nous avons ce que nous appelons une veste d'arrivée. Donc c'est au fait une sous-veste thermique qui ici est fait en duvet remplissage 700, qui est donc un duvet de qualité de ski de très haut niveau, qui est brodé et badgé Dainese. Donc quand on arrive, on enlève la veste, on a une belle sous-couche qui est présentable et badgée de la marque. Après, nous avons l'intérieur des vestes en 3D Bubble, qui est une structure double vitrage qui retient la chaleur à l'intérieur en hiver et qui retient la chaleur à l'extérieur au niveau été. Je reviens en détail sur la sécurité. Ces vestes sont équipées de notre protection dorsale Pro Armor qui, elle, est rattachée directement à la ceinture lombaire. Ceinture lombaire qui, sur ce modèle, est à l'extérieur. Donc, une fois placée sur la moto, on peut resserrer, je dirais, la protection dorsale et la ceinture lombaire pour avoir un confort optimal. Alors là, on est sur la fermeture thermique. En été, il faut des aérations. Donc aussi, ici, on a des tirettes de qualité waterproof au niveau de la voile. Donc c'est le plus haut de qualité. On a des ouvertures d'aération qui créent un effet cheminée, qui vont acheminer toute la ventilation vers l'extérieur de la veste en passant par le dos. Donc de très haut niveau pour garder, même avec un produit laminé, une aération optimale à l'intérieur. Vous avez compris, on est sur un produit haut de gamme puisqu'il coûte 1 399 €, mais on est un produit qui, au niveau thermique, va vous permettre, comme son nom le dit, de faire avec votre Adventure un aller-retour vers l'Antarctica. On a toutes les poches badgées avec tirette par le dessous, full imperméable, waterproof, tout est bien badgé. Même astuce à l'avant, tirette waterproof, tout est badgé, full Gore-Tex. L'autre astuce, c'est les poches. Nous avons des poches ergonomiques sur lesquelles on peut charger des choses assez lourdes dans les poches. Et une fois qu'on se positionne sur la moto et que les poches sont détachées, les poches vont venir se glisser sur le côté et ne vont pas gêner le motard du tout. Dernière astuce sur cette veste, ce sont nos poches de destination
qui sont faites des poches prévues pour que lors de chaque arrêt que n'importe quel motard en adventure va faire pour admirer la nature ou un col qui vient de passer, il peut mettre ses gants ou des choses légères pour que tout ceci ne tombe pas par terre. Donc on est vraiment dans une utilisation étudiée, vraiment dans les plus petits détails au niveau de tout ce qui est adventure. Comme chez KTM, vous avez aussi mis en place une sorte d'aide au permis de conduire, mais pas que, je crois. Oui, effectivement, on a, comme l'année passée, donc on aide pour l'obtention du permis de conduire. D'accord, sous quelle forme? Financière, donc on participe dans le prix du permis de conduire en même temps avec le concessionnaire. Avec le concessionnaire, d'accord, donc c'est une aide commune. Une aide commune, oui. Ouais, ok, d'accord. Et tout comme l'année passée, pour le lancement des nouveaux modèles, il y a un petit plus pour les 10 premières motos. L'année passée, on avait fait une petite action spéciale avec un pack accessoire, cette année-ci, c'est un casque. D'accord, lequel? Le Eliminator. D'accord. Noir et gris. Ok, parfait. Beau cadeau pour commencer la saison. Tout à fait. Et puisqu'on est en début de saison, on va peut-être parler un petit peu ensemble de ce qu'il faut faire avec sa moto quand on la sort du garage après l'hiver. Bon, on avait abordé ce sujet dans l'autre sens en fin de saison. Qu'est-ce qu'il faut faire avec sa moto pour la mettre bien de côté pendant l'hiver? Et là, on va parler un petit peu de ce qu'on peut faire après l'hiver. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je conseille toujours, aussi avant l'hivernage, mais après l'hivernage, c'est un bon nettoyage de sa moto, parce que ça permet de la passer en revue en détail et de voir si quelque chose cloche ou pas. Ensuite, on va s'occuper de la charge de sa batterie. On va voir si la batterie a une charge suffisante. Si elle ne l'est pas, ben on la charge. Ou l'idéal est de la laisser sur un optimètre, quelque chose qui la garde en charge de manière permanente. On va s'occuper évidemment de la pression des pneus, qui peuvent avoir perdu quelques grammes pendant l'hiver. Quelque chose qui est important aussi, je crois que c'est les feux. Oui, le circuit électrique, bien vérifier que tous les feux fonctionnent, donc les phares, les clignotants, la chaîne. La tension de la chaîne. La tension de la chaîne, le graissage, tout à fait. Évidemment. Oui. Les niveaux d'huile, c'est évidemment important, que ce soit l'huile moteur, mais aussi l'huile de frein, et en général même maintenant aussi le niveau du côté de l'embrayage. Ensuite, on va démarrer le moteur. Alors à ce sujet, moi j'ai une petite théorie, mais bon, qui s'avère exacte. C'est de démarrer le moteur, évidemment, et de le laisser tourner, mais pas trop longtemps. Il faut savoir que pendant l'hiver, les huiles sont tombées dans le bas moteur, et de ce fait, le haut moteur n'est pas très lubrifié. Donc le but est évidemment de démarrer en douceur, de ne pas trop monter dans les tours, pour que la moto puisse retrouver une lubrification normale. Et à partir de là, on retrouve tout doucement ses marques. Donc on démarre gentiment, on ne va pas commencer à taper dans la moto, on la laisse chauffer à son aise, on retrouve ses marques, on teste un peu les freins, on retrouve une position de conduite naturelle. Et là, on va pouvoir redémarrer une saison avec une moto qui a été vérifiée. Maintenant, il faut savoir que l'ensemble des concessionnaires, ici chez Husqvarna ou chez KTM, évidemment, proposent un service d'inspection et de remise en route de début de saison qui vous permet de partir, évidemment, les yeux fermés. Pas trop finalement, les yeux fermés. Ok Céline, voilà, merci de nous avoir fait découvrir l'univers Husqvarna. On aura l'occasion d'y revenir évidemment dès le mois prochain avec l'essai de cette Svartpilen, qu'on se réjouit d'essayer, sous des cieux cléments. On part au Portugal, si mes souvenirs sont bons, à Lisbonne. Donc on va avoir à mon avis un peu d'urbain, puis un peu d'extérieur, bel endroit. On vous en parle évidemment dès le mois prochain. On arrive déjà évidemment au terme de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu, on a découvert pas mal de choses intéressantes, on a aussi redécouvert le fait qu'on va remettre un peu sa moto en route parce que c'est le début de saison, j'espère vous croiser durant cette saison à un endroit ou à un autre, et surtout continuez évidemment à aimer cette émission parce que vous marquez d'émission en émission, le nombre d'abonnés augmente, le nombre de likes augmente, et vos commentaires en tout cas sont toujours constructifs et positifs, donc ça me fait plaisir. N'hésitez pas à vous mettre en contact avec moi si vous avez des idées, si vous avez des choses à proposer, on est évidemment preneurs. Et donc comme on dit d'habitude ici, à bientôt et gaffe sur la route. Le mois prochain, je vous ferai découvrir la gamme Tourer de chez Harley-Davidson, ainsi qu'un peu de drag race et de rock'n'roll avec la FXDR qu'on a déjà présentée dans ce magazine. Nous découvrirons la nouvelle Ducati Diavel 1260 ainsi que l'essai de la Husqvarna Svartpilen 701 dont nous venons de parler.
J'avais dessiné sur le side son doux visage qui me souriait